Il existe des vérités qui brisent des vies en un instant, des secrets qui transforment l'amour le plus pur en tragédie, et des destins qui se jouent de nous avec une cruauté infinie. Bonjour à tous. Avant de commencer cette histoire bouleversante, écrivez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Chapitre 1. La robe blanche. Le matin du 15 juin brillait d'une lumière dorée sur la campagne provençale. Dans la chambre d'un château du XVIIIe siècle transformé en lieu de réception, Élise Moreau se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe de mariée en dentelle ivoire qui cascadait jusqu'au sol comme une rivière de soie. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon élégant, orné de petites fleurs blanches qui embaumaient l'air d'un parfum délicat. À 28 ans, Élise avait toujours cru aux contes de fées. Orpheline depuis l'âge de 7 ans, élevée par sa tante Marguerite dans un petit appartement de Lyon, elle avait grandi avec le rêve de fonder une famille, de créer ce cocon d'amour qui lui avait tant manqué. Et aujourd'hui, ce rêve allait enfin se réaliser. Thomas Beaumont était l'homme parfait. Grand, aux yeux verts profonds et au sourire rassurant, il était architecte et possédait cette sensibilité artistique qui faisait battre le cœur d'Élise. Ils s'étaient rencontrés 18 mois plus tôt dans une galerie d'art parisienne, devant une toile représentant un coucher de soleil sur l'océan. Leurs regards s'étaient croisés, et quelque chose d'inexplicable s'était produit, une reconnaissance immédiate, comme si leurs âmes s'étaient toujours connues. « Tu es magnifique », murmura sa meilleure amie Sophie, les larmes aux yeux, en ajustant le voile d'Élise. Mais au moment où Élise allait répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Tante Marguerite entra, le visage livide, tenant une enveloppe jaunie qui tremblait entre ses mains. À 75 ans, Marguerite était une femme habituellement forte et posée, mais là, elle semblait sur le point de s'effondrer. « Élise, ma chérie, il faut que je te parle. » Immédiatement. L'urgence dans sa voix glaça le sang d'Élise. Sophie comprit et sortit discrètement, refermant la porte derrière elle. « Tante Marguerite, qu'est-ce qui se passe ? Le mariage commence dans 1 heure. » La vieille dame s'assit lourdement sur le lit, l'enveloppe serrée contre son cœur. « Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps, quelque chose que j'ai gardé secret pour te protéger, mais maintenant ?» Sa voix se brisa. « Maintenant, je ne peux plus me taire. » Élise sentit son cœur s'accélérer. « De quoi parles-tu » Marguerite inspira profondément. « Tu n'étais pas fille unique, Élise. Tu avais un frère jumeau. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. « Quoi ? Après l'accident de tes parents, vous avez été séparés. Toi, je t'ai recueilli. Mais ton frère, il a été adopté par une autre famille. On nous a dit que c'était mieux ainsi, que 2 enfants seraient trop. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues ridées. « Je t'ai cherché à le retrouver pendant des années, mais tous les dossiers étaient scellés. Je ne savais même pas son nom. » Élise chancela, s'appuyant contre la coiffeuse. « Un frère ? Elle avait un frère ? Pourquoi me dis-tu cela aujourd'hui ? Maintenant ?» Marguerite ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et en sortit une vieille photographie. C'était un cliché d'identité d'un petit garçon de 7 ans, aux cheveux bruns et aux yeux noisettes. Il avait le même grain de beauté distinctif qu'Élise, juste au-dessus de la lèvre supérieure, du côté gauche. « Il y a 3 jours, j'ai reçu un appel d'une assistante sociale qui avait travaillé sur ton dossier d'adoption. Elle prend sa retraite. En rangeant ses archives personnelles, elle a retrouvé des informations sur ton frère. Elle m'a envoyé ceci par courrier express. » Élise prit la photo d'une main tremblante. « Et alors ? Où est-il maintenant ?» Marguerite leva les yeux, et dans son regard, Élise lut une terreur absolue. Il a été adopté par la famille Beaumont. Des gens aisés de Paris qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils l'ont appelé ? Elle ne put finir sa phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Le nom résonna dans l'esprit d'Élise comme une sentence de mort. Thomas Beaumont. L'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. L'homme qu'elle aimait de tout son cœur.
l'homme avec qui elle avait prévu de fonder une famille. Son frère jumeau perdu. La robe blanche qui la serrait quelques minutes auparavant semblait maintenant l'étouffer. Les murs de la chambre se rapprochaient. Et dans le jardin, en contrebas, elle pouvait entendre les premières notes de musique qui annonçaient le début de la cérémonie. Que va faire Élise? Comment peut-elle révéler cette vérité dévastatrice à Thomas? Et surtout, comment peut-on renoncer à l'amour de sa vie quand on découvre qu'il est interdit par les lois de la nature et de la société? Chapitre 2, la vérité dévoilée. Le temps semblait suspendu dans cette chambre devenue prison. Élise fixait la photographie du petit garçon, cherchant désespérément une erreur, un détail qui prouverait que tout ceci n'était qu'un terrible malentendu. Mais le grain de beauté était là, indéniable, comme une marque du destin. « C'est impossible », murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Thomas m'aurait dit qu'il était adopté. Nous nous sommes tout raconté? Marguerite secoua doucement la tête. Es-tu certaine? As-tu déjà rencontré ses parents? Vous a-t-il montré des photos de son enfance? La question frappa Élise comme une gifle. Non. Thomas parlait rarement de son passé. Il avait mentionné que ses parents étaient décédés dans un accident de voiture quand il avait 20 ans, qu'il était leur fils unique, qu'il avait grandi dans le luxe mais avec une certaine froideur émotionnelle. Jamais il n'avait évoqué l'adoption. Jamais elle n'avait vu de photos de lui enfant. Mon Dieu, souffla-t-elle en portant la main à sa bouche. Des coups légers retentirent à la porte. Élise? C'était la voix de Thomas, pleine d'amour et d'anticipation. Je sais que c'est une tradition de ne pas se voir avant la cérémonie, mais je voulais juste te dire que je t'aime. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Élise sentit son cœur se déchirer. Comment quelque chose d'aussi beau pouvait-il se transformer en cauchemar? Elle regarda Marguerite avec désespoir, cherchant une solution, un miracle. Je ne peux pas descendre là-bas, chuchota-t-elle. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Mais tu ne peux pas non plus lui annoncer cela sans être absolument certaine, répondit Marguerite en se levant péniblement. Attends-moi ici. La vieille dame sortit, laissant Élise seule avec ses pensées torturées. Par la fenêtre, elle pouvait voir les invités prendre place dans le jardin parfaitement aménagé, sous une arche couverte de roses blanches et de pivoines. 150 personnes venues célébrer un amour qui ne devait pas exister. 10 minutes plus tard, Marguerite revint, accompagnée d'une femme élégante d'environ 60 ans, vêtue d'un tailleur gris perle. « Élise, voici Madame Dubois, l'assistante sociale dont je t'ai parlé. Elle a accepté de venir. » Madame Dubois s'approcha avec une compassion infinie dans les yeux. « Mademoiselle Moreau, je suis profondément désolée de cette situation. J'ai apporté les documents officiels. » Elle ouvrit une mallette et en sortit plusieurs dossiers. Le 12 mars 1997, après le décès de vos parents dans un accident de la route sur l'autoroute A6, vous et votre frère, Alexandre Moreau, avez été placés sous la protection de l'État. Alexandre, répéta Élise, goûtant pour la première fois le prénom de son frère. Oui. À l'époque, les services sociaux estimaient qu'il était préférable de vous séparer, car aucune famille n'était en mesure d'accueillir 2 enfants de 7 ans. Vous avez été confié à Madame Marguerite Moreau, votre tante maternelle. Alexandre a été adopté 3 mois plus tard par Monsieur et Madame Philippe Beaumont, de Paris. Madame Dubois tendit une feuille à Élise. C'était l'acte d'adoption officiel. Et là, en bas du document, la signature des Beaumont et une note manuscrite. Nous souhaitons renommer l'enfant Thomas en hommage au père de Philippe. Le sol se déroba sous les pieds d'Élise. Ce n'était plus un doute. C'était une certitude absolue et terrifiante. Il y a autre chose, continua Madame Dubois avec hésitation. Les Beaumont n'ont jamais révélé à Thomas qu'il était adopté. Ils ont même falsifié certains documents pour qu'il croie être leur fils biologique. C'était illégal, mais à l'époque, certaines familles fortunées parvenaient à contourner les règles. « Il ne sait pas », murmura Élise,
les larmes ruisselant sur ses joues, tachant le corsage délicat de sa robe. Il ne sait pas qu'il est adopté. Il ne sait pas qu'il a une sœur. Il ne sait pas. En bas, la musique changea. C'était le signal. La marche nuptiale allait bientôt commencer. Sophie frappa à la porte et passa la tête à l'intérieur. « Élise, tout le monde est en place. » C'est. Elle s'arrêta net en voyant le visage ravagé de son ami. « Qu'est-ce qui se passe ?» Élise se tourna vers le miroir. La mariée rayonnante qu'elle était quelques minutes plus tôt avait disparu. À sa place se tenait une femme brisée, prisonnière d'une vérité impossible. Elle avait deux choix, descendre cet escalier et révéler la vérité devant 150 invités, détruisant Thomas et elle-même dans le processus. Ou s'enfuir, disparaître, laisser Thomas croire qu'elle l'avait abandonné au pied de l'autel, le condamnant à une douleur différente mais tout aussi dévastatrice. L'amour de sa vie était son frère. Et dans quelques minutes, elle devait prendre la décision la plus cruelle qu'une personne puisse faire. Élise trouvera-t-elle le courage de révéler la vérité à Thomas? Et si elle le fait, comment réagira-t-il à cette découverte qui anéantit non seulement leur avenir ensemble, mais aussi toute l'identité qu'il croyait être la sienne? Chapitre 3, la vie impossible. Élise descendit l'escalier comme si elle marchait vers son propre jugement. Chaque marche était un supplice, chaque pas la rapprochait d'un moment qu'elle aurait voulu éviter pour le reste de sa vie. Sa main tremblait sur la rampe de bois sculpté, et sa robe traînait derrière elle tel un linceul blanc. Dans le jardin, les invités s'étaient levés, tournés vers l'entrée, attendant l'apparition de la mariée. Mais Élise ne se dirigea pas vers l'allée fleurie. Elle fit signe au maître de cérémonie et murmura quelque chose à son oreille. L'homme, confus, hocha la tête et s'approcha de Thomas qui se tenait sous l'arche, magnifique dans son costume gris anthracite. Le visage de Thomas s'illumina d'abord d'un sourire radieux en voyant Élise apparaître dans l'embrasure de la porte. Mais ce sourire se fana instantanément lorsqu'il remarqua son expression. Elle n'avait pas l'air d'une femme heureuse marchant vers son futur mari. Elle avait l'air d'une femme marchant vers son propre enterrement. Il s'avança rapidement vers elle, ignorant les murmures surpris des invités. « Élise? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es pâle comme un fantôme. » « Thomas. » Sa voix était à peine audible. « Il faut qu'on parle. Maintenant. En privé. »« Le mariage. S'il te plaît. » Les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à couler. « Fais-moi confiance. » La panique s'empara de Thomas. Il lança un regard désemparé vers l'assemblée, puis prit la main d'Élise et l'entraîna vers une petite bibliothèque du château, loin des regards curieux. Une fois la porte fermée, il la prit par les épaules. « Élise, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé d'avis? Tu ne veux plus m'épouser ?» La douleur dans sa voix était insupportable. Élise secoua la tête, incapable de parler. Comment prononcer des mots qui détruiraient tout? « Parle-moi, supplia-t-il. Quoi qu'il se passe, on peut y faire face ensemble. Je t'aime. Rien ne peut changer ça. Rien ne peut changer ça. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Élise comme une tragique ironie. « Thomas. » Elle inspira profondément, cherchant un courage qu'elle ne possédait pas. « Est-ce que tes parents t'ont déjà parlé de ton adoption ?» Le mot tomba entre eux comme une bombe. Thomas recula d'un pas, le visage figé dans une expression de totale incompréhension. « Quoi? De quoi tu parles? Je ne suis pas adopté. »« Si, Thomas. Tu le sais. » Élise sortit de son corsage les documents que Madame Dubois lui avait confiés. « Tes parents, Philippe et Marguerite Beaumont, t'ont adopté quand tu avais 7 ans. Ton vrai nom est Alexandre. Alexandre Moreau. » Thomas prit les papiers d'une main tremblante, ses yeux balayant les lignes, cherchant une erreur, une fraude. Mais les cachets officiels, les signatures, les dates, tout était authentique. « Non, » murmura-t-il. « Ce n'est pas possible. Mes parents, ils m'auraient dit. » Sa voix se brisa. « Pourquoi je ne me souviens de rien?
tu avais 7 ans. Et parfois, notre esprit bloque les traumatismes pour nous protéger. Élise sentait son cœur se disloquer en voyant la confusion et la douleur sur le visage de l'homme qu'elle aimait. Thomas, il y a autre chose. Quelque chose de pire. Pire que découvrir que toute ma vie est un mensonge? Il rit, mais c'était un rire amer, brisé. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Élise ferma les yeux. C'était le moment. Le moment où elle allait prononcer les mots qui changeraient tout à jamais. Tu n'étais pas fils unique, Thomas. Tu avais une sœur jumelle. Elle marqua une pause, cherchant la force de continuer. Une sœur qui a été placée dans une autre famille après l'accident qui a tué vos parents. Thomas la fixait, immobile, comme si son cerveau refusait de traiter l'information. Cette sœur a été élevée par sa tante à Lyon. Elle a grandi en rêvant de fonder une famille, de trouver l'amour. Et il y a 18 mois, dans une galerie d'art parisienne, elle a rencontré un homme. Un homme avec qui elle est tombée follement amoureuse. Un homme qu'elle devait épouser aujourd'hui. La compréhension commença à poindre dans les yeux de Thomas. Une compréhension horrible, inacceptable. Non, souffla-t-il. Non, Élise. Ne dis pas. Cette sœur, Thomas. Les sanglots d'Élise l'empêchaient presque de parler. C'est moi. Je suis ta sœur jumelle. Nous sommes frères et sœurs. Le silence qui suivit était assourdissant. Thomas recula, comme si elle venait de le frapper physiquement. Les documents tombèrent de ses mains, se dispersant sur le sol comme des feuilles mortes. Ce n'est pas possible, répéta-t-il encore et encore, comme un mantra. Ce n'est pas possible. Je t'aime. Je t'aime comme un homme aime une femme. Ce que je ressens pour toi, ce n'est pas. Je sais. Élise s'approcha, mais il recula encore. Moi aussi, je t'aime. De tout mon cœur. De toute mon âme. Mais nous ne le savions pas, Thomas. Nous ne savions pas. Thomas se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu tomber amoureux de ma propre sœur sans le savoir? Parce qu'il y a eu une reconnaissance, dit doucement Élise. Pas une reconnaissance consciente, mais quelque chose de plus profond. Nos âmes se sont reconnues. Elles savaient que nous étions liés. Elles ont juste interprété ce lien de la mauvaise façon. Dehors, les murmures des invités grandissaient. Quelqu'un frappa doucement à la porte. « Monsieur Beaumont, tout va bien ?» Thomas ne répondit pas. Il regardait Élise avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, un mélange d'amour, de douleur, de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de la terreur. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. Et Élise réalisa qu'elle n'avait aucune réponse à cette question. Comment peut-on continuer à vivre après une telle révélation? Les sentiments de Thomas et Élise peuvent-ils survivre à cette vérité? Et surtout, que vont-ils dire aux 150 invités qui attendent leur mariage? Chapitre 4. Les décisions déchirantes. La bibliothèque était devenue leur refuge et leur prison. Pendant plus d'une heure, Thomas et Élise restèrent là, assis de part et d'autre de la pièce, incapables de se regarder, incapables de se parler, enfermés dans leurs propres abîmes de douleur. Thomas avait pleuré. Cet homme fort, toujours si maître de lui, s'était effondré comme un château de cartes. Ce n'était pas seulement la perte d'Élise qui le détruisait, c'était la perte de son identité tout entière. En l'espace d'un instant, il avait découvert que ses parents lui avaient menti toute sa vie, qu'il avait une famille dont il ne se souvenait pas, qu'il avait aimé la mauvaise personne de la mauvaise manière. « Je me souviens », dit-il soudain, brisant le silence oppressant. Sa voix était rauque, brisée. Ou plutôt, je crois me souvenir. C'est comme des fragments de rêve. Une petite fille avec des nattes brunes. On jouait à cache-cache dans un jardin. Elle riait. Elle avait... Il s'arrêta, levant les yeux vers Élise. Elle avait ton rire. Élise sentit une nouvelle vague de larmes monter. Moi aussi, j'ai des flashs.
Une voix de petit garçon me chantant une berceuse. Des mains qui essuyaient mes larmes quand je pleurais. Je pensais que c'était mon imagination, des souvenirs inventés pour combler le vide. Nous étions heureux, murmura Thomas. Avant l'accident. Nous étions une famille. Le silence retomba, encore plus lourd. Dehors, Sophie avait finalement annoncé aux invités qu'il y avait un « contretemps » et que le mariage était reporté. Certains étaient partis, d'autres attendaient encore, espérant comprendre ce qui se passait. « Je ne peux pas », dit soudain Élise, se levant brusquement. « Je ne peux pas faire comme si ces sentiments n'existaient pas. Thomas, je t'aime. Pas comme une sœur aime un frère. Je t'aime comme... Ne dis pas ça. » Thomas se leva aussi, le visage tordu par l'angoisse. « Tu ne comprends pas ? Ces sentiments sont faux. Ils sont basés sur un mensonge, sur une ignorance. Ce que nous avons vécu ensemble, c'était une erreur cosmique. » Une erreur ? La voix d'Élise se durcit. Tous ces moments que nous avons partagés, toutes ces conversations jusqu'à l'aube, tous ces rires, ces projets, ces rêves, c'était une erreur. « Oui », cria Thomas, et c'était la première fois qu'il élevait la voix contre elle. « Parce que maintenant, je dois vivre avec le fait que j'ai embrassé ma sœur. Que j'ai... » Il ne put finir sa phrase, le dégoût de lui-même évident sur son visage. « Nous ne savions pas », plaida Élise, s'approchant de lui. « Thomas, nous ne savions pas. Mais maintenant, nous savons. » Il recula, maintenant une distance entre eux. Et nous ne pouvons pas défaire cette connaissance. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. La porte s'ouvrit doucement, et Marguerite entra, suivie de Madame Dubois. La vieille dame avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. « Mes enfants, dit-elle avec une infinie tristesse. J'ai contacté un psychologue spécialisé dans ce genre de situation. Elle dit que ce que vous vivez s'appelle une attraction d'individus séparés à la naissance. C'est rare, mais ça arrive. Quand des jumeaux ou des frères et sœurs sont séparés très jeunes et se retrouvent à l'âge adulte, il peut y avoir une confusion entre l'attraction familiale et l'attraction romantique. Vous voyez, dit Thomas avec une sorte de soulagement désespéré. C'est une confusion. Ce n'est pas réel. Mais Élise secoua la tête. Non. Ce que je ressens est réel. La question n'est pas de savoir si c'est réel ou non. La question est de savoir si c'est acceptable. Madame Dubois prit la parole avec douceur. Légalement et moralement, ce type de relation est interdite. Même si vous ne saviez pas, maintenant que vous savez, continuer serait... Elle chercha ses mots. Ce serait problématique à tous les niveaux. Nous le savons, dit Thomas d'une voix morte. Nous le savons parfaitement. Élise sentit quelque chose se briser définitivement en elle. C'était fini. Vraiment fini. Il n'y avait aucune issue, aucune solution miracle, aucun espoir. Que faisons-nous maintenant ? Demanda-t-elle, épuisée. Comment vit-on après ça ? Thomas se tourna vers la fenêtre, regardant le jardin où leur mariage devait avoir lieu. Nous nous séparons, dit-il simplement. Nous prenons des chemins différents. Nous essayons d'oublier. Oublier, répéta Élise avec incrédulité. Tu crois vraiment qu'on peut oublier ? Non. Thomas se retourna, et dans ses yeux, Élise vit un amour immense et une résolution encore plus grande. Non, je ne crois pas qu'on puisse oublier. Mais nous devons essayer. Parce que l'alternative est de vivre dans le déni, dans la honte, dans un mensonge encore plus grand que celui qui nous a conduits ici. Il s'approcha d'elle, et pour la première fois depuis la révélation, il prit sa main. Ce contact, autrefois source de joie, était maintenant chargé d'une tristesse infinie. « Je t'aimais toujours », dit-il doucement. « Mais nous devons nous dire au revoir. Pour de bon. » Élise hocha la tête, les larmes coulant silencieusement. « Je sais. » Ils restèrent ainsi pendant un long moment, mains jointes, sachant que c'était la dernière fois. Puis Thomas lâcha sa main, se dirigea vers la porte, et sortit sans se retourner.
Élise s'effondra sur le sol, la robe blanche se répandant autour d'elle comme une flaque de lait. Et dans cette bibliothèque silencieuse, elle pleura la mort d'un amour qui n'aurait jamais dû naître. Mais est-ce vraiment la fin de leur histoire? Peuvent-ils vraiment vivre séparés après s'être trouvés? Et quel secret supplémentaire pourrait encore bouleverser leur destin déjà tragique? Chapitre 5. La vérité derrière la vérité. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour maudit. 6 mois pendant lesquels Thomas s'était enterré dans son travail, acceptant des projets à l'étranger pour mettre le plus de distance possible entre lui et Lyon. 6 mois pendant lesquels Élise avait survécu plus qu'elle n'avait vécu, enseignant machinalement le français dans un lycée, rentrant chaque soir dans un appartement vide qui ressemblait à une tombe. Ils ne s'étaient pas contactés. Pas un message, pas un appel. C'était leur accord silencieux, une séparation totale et définitive. Pourtant, chacun pensait à l'autre chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'était un mardi pluvieux de décembre quand tout bascula à nouveau. Élise reçut un appel de Madame Dubois. « Mademoiselle Moreau, il faut que je vous voie immédiatement. C'est urgent. Et vous devez contacter Thomas. » Le cœur d'Élise s'emballa. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je préfère vous l'expliquer en personne. Je suis déjà en route pour Lyon. » 2 heures plus tard, Élise et Thomas se retrouvaient dans le même café où ils avaient eu leur premier rendez-vous, 18 mois plus tôt. Se voir à nouveau fut comme recevoir un coup de couteau. Thomas avait maigri, des cernes noires creusaient ses yeux. Élise avait coupé ses cheveux courts, comme pour se défaire de l'ancienne version d'elle-même. Ils s'assirent sans se toucher, sans même vraiment se regarder. Le silence était assourdissant. Madame Dubois arriva peu après, accompagnée d'un homme d'une 50aine d'années qu'elle présenta comme le docteur Laurent, généticien. « Je suis désolé de rouvrir cette blessure, » commença Madame Dubois. « Mais après votre situation, j'ai décidé de refaire des vérifications complètes dans les dossiers. Quelque chose me dérangeait. » Elle sortit plusieurs documents et les étala sur la table. Les dates ne correspondaient pas. L'accident de vos parents, Élise, a eu lieu le 12 mars 1997 sur la 6. Mais l'accident des parents biologiques de Thomas, elle marqua une pause significative, a eu lieu le 8 mars 1997 sur la 7. Élise et Thomas se regardèrent pour la première fois, la confusion évidente sur leur visage. « Je ne comprends pas, » dit Thomas. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Le docteur Laurent prit la parole. « Cela signifie que j'ai demandé à exécuter un test ADN à partir des échantillons génétiques conservés dans les dossiers médicaux. » Il regarda alternativement Élise et Thomas. « Vous n'êtes pas frères et sœurs. » Le monde sembla s'arrêter. Élise sentit son cœur cesser de battre. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Il y a eu une erreur administrative monumentale, » expliqua Madame Dubois, les mains tremblantes. 2 accidents similaires, la même semaine, 2 garçons de 7 ans prénommés Alexandre, tous 2 envoyés aux services sociaux. Les dossiers ont été mélangés. Le vrai jumeau d'Élise? Elle sortit une autre photo. S'appelle Alexandre Moreau et vit actuellement à Marseille. Il est pompier. Thomas fixait les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Alors, je ne suis pas, nous ne sommes pas. Non, confirma le docteur Laurent avec un sourire compatissant. Vous n'avez aucun lien de sang. Le test ADN est formel. Vous êtes 2 personnes totalement étrangères l'une à l'autre. Génétiquement parlant. Le silence qui suivit était différent de tous les silences qu'ils avaient partagés. Ce n'était plus un silence de désespoir, mais un silence de stupéfaction absolue. Puis, lentement, Élise commença à rire. Un rire qui ressemblait d'abord à des sanglots, puis qui devint plus clair, plus libre. Thomas la regarda, puis il commença à rire aussi, des larmes coulant sur ses joues. « 6 mois, dit-il entre 2 rires nerveux. 6 mois d'enfer pour rien. » Ce n'était pas pour rien, dit doucement Madame Dubois. C'était une terrible erreur, mais elle vous a forcé à vous poser des questions sur la nature de l'amour,
sur l'identité, sur ce qui nous définit vraiment. Élise regardait Thomas comme si elle le voyait pour la première fois. On peut recommencer ?» Thomas tendit la main à travers la table, et cette fois, quand leurs doigts se touchèrent, ce n'était plus entaché de culpabilité ou de honte. C'était juste de l'amour. Pur et simple. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » dit-il. « Même quand j'essayais de t'oublier. Même quand je pensais que c'était impossible. » « Moi non plus, » répondit Élise, serrant sa main comme si elle ne la lâcherait plus jamais. Madame Dubois et le docteur Laurent se levèrent discrètement, les laissant seuls. Mais avant de partir, Madame Dubois se retourna. « Pour ce que ça vaut, je crois que vous étiez destinés à être ensemble. L'univers a juste pris un chemin très compliqué pour vous le prouver. » Un an plus tard, par un jour de juin parfaitement identique à celui de leur premier mariage raté, Élise et Thomas se tenaient à nouveau sous une arche de roses blanches. Mais cette fois, dans un petit jardin intime, avec seulement leurs proches incluant Marguerite, Sophie, et un homme aux yeux noisettes qui ressemblait étrangement à Élise, Alexandre, son véritable frère jumeau, qu'elle avait finalement rencontré et avec qui elle reconstruisait lentement un lien fraternel authentique. Quand l'officier d'état civil demanda s'ils prenaient l'un l'autre pour époux, leurs « oui » résonnèrent avec une conviction forgée dans la douleur et purifiée par la vérité. Et quand ils s'embrassèrent, ce n'était pas simplement le baiser de deux amoureux. C'était le baiser de deux âmes qui avaient traversé l'enfer et en étaient ressorties plus fortes, prouvant que le véritable amour peut survivre à n'importe quelle tempête. Même aux tempêtes qu'ils n'auraient jamais dû affronter. Fa.